Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors, plein de sujets évidemment comme à chaque fois à voir ensemble. Un mot sur Trump, le président Trump qui a fait relever le plafond de la dette il y a de cela quelques heures, quelques jours. Les Républicains, ils ont cédé face au président américain. On a la coûteuse réforme fiscale, on a maintenant le grand plan d'investissement d'infrastructure, je crois que c'est que 200 milliards de dollars. 200 milliards pour la partie publique. Exactement. Voilà. Est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si Trump mène tout droit les États-Unis vers le mur de la dette? Vous en pensez quoi? Alors, il faut être assez précis. La réforme fiscale, elle n'est pas mauvaise. Non, Trump fait ce que demandent à peu près tous les économistes. Elle n'est pas financée. Oui, mais ça c'est un autre sujet. On parle de déficit, mais vous faites une réforme fiscale qui consiste à élargir la base de la fiscalité, à réduire le nombre d'exemptions et à baisser les taux. Grande majorité d'économistes préconisent ce type de réforme fiscale, des taux plus bas, une base plus large. Cela étant, effectivement, il le fait avec un calibrage qui fait que ça va augmenter le déficit public d'à peu près 1 point de PIB par an, quoi, avant possible effet sur l'économie. Un point de PIB, ça nous fait combien? Un point de PIB, ça fait 160 milliards de dollars. Alors après, comme l'économie va peut-être être un tout petit peu stimulée, encore que... après prise en compte de cet effet sur l'économie, c'est peut-être un petit peu moins. D'ailleurs, note de bas de page à ce moment, tous ces calculs budgétaires aux États-Unis sont faits par l'administration Trump avec des hypothèses de croissance totalement délirantes qui sont au-dessus de 3% tous les ans à partir de maintenant. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à 2020, 2021, etc. Ce qui n'est pas sérieux, quoi. Je veux dire, les États-Unis sont au plein emploi. Il n'y aura pas 3 plus de croissance aux États-Unis chaque année dans les 3 ou 4 prochaines années. Donc toutes les prévisions de déficit de l'administration sont beaucoup trop optimistes. Bon, là-dessus, il n'y a pas un sujet sur la dette, encore une fois. Voilà. Après, on va voir sur l'opportunité, sur le timing d'avoir une politique budgétaire. Ce que je veux dire, mais mon premier point, c'est de dire attention, on peut faire une bonne réforme fiscale, mais au mauvais moment. Et puis, elle aurait pu ne pas augmenter le déficit si elle avait été associée, par exemple, soit à un élargissement plus grand de la base, soit à des baisses de dépenses. Donc, il faut distinguer... C'est ce qu'il nous dit Trump, qu'il y aura des baisses de dépenses. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Il faut distinguer à nouveau le contenu de la réforme fiscale et l'effet macroéconomique sur le déficit. Alors là-dessus, on met 400 milliards de dollars de dépenses publiques supplémentaires entre le militaire et les infrastructures. Déficit public des États-Unis en 2019, 5,2. Non, aujourd'hui, on a combien? On a 4 cette année, 5,2 l'année prochaine. En 2019. En 2019. Et donc, vous voyez, mais on peut partir d'une idée... C'est pas problématique, 5%. Il y a deux questions. Il y a une question, vous le disiez, le timing est catastrophique. On ne fait pas 5 points de déficit public quand on est au plein emploi. Parce que même si on peut... Mais on est en fin de cycle, pardon, je vous coupe, Patrick, mais les Américains sont en fin de cycle, ou en tout cas, ils sont au fin de cycle. Il veut prolonger le cycle, on peut le comprendre. Non, mais on ne peut pas prolonger le cycle. On est à 4,1% de taux de chômage. Peut-être que le plein emploi, c'est 3,9, mais enfin, de toute façon, si on n'est pas au plein emploi, on est à 6 mois du plein emploi. Mais tous ces Américains qui ne sont pas dans les statistiques parce qu'ils sont découragés. Mais ils sont découragés, ils sont assez... Le taux de participation, c'est très faible. Mais il ne remonte pas du tout. Le taux de participation ne remonte pas parce que les Américains qui sont sortis du marché du travail ont une probabilité très très faible de retrouver un emploi. Ça fait 10 ans qu'ils sont au chômage. Il y a tous les problèmes de santé que vous connaissez de la classe moyenne américaine. Il y a le vieillissement. N'oubliez pas que le taux de participation aux États-Unis, on le calcule sans limite d'âge. Donc honnêtement, les États-Unis sont au bord du plein emploi. Et au bord du plein emploi, on ne fait pas une grande relance fiscale. On attend que l'économie aille mal pour le faire. Donc si on pense que ça contretemps. Et donc si on pense que la réforme fiscale sur les impôts est intelligente, on peut la mettre dans un contexte où elle n'aggrave pas le déficit public. On peut faire une réforme fiscale à déficit public inchangé. Là, c'est une réforme fiscale plutôt intelligente, mais avec une énorme expansion budgétaire, une grosse ouverture du déficit au plus mauvais moment dans le cycle. Donc avec un impact sur la croissance qui sera limité. Un impact sur la croissance qui est probablement extraordinairement petit, sinon négatif, parce que dans le même temps, évidemment, ceci va pousser la Réserve fédérale à être plus restrictive. Et donc, on aura sans doute des taux d'intérêt plus élevés que s'il n'y avait pas eu la réforme fiscale. Et au total, on n'est même pas sûr que ça stimule l'économie américaine. C'est là où on se dit que c'est dingue, Patrick. L'effet sera limité sur la croissance, mais on n'aura que les effets quasiment négatifs, à savoir plus d'inflation, donc des taux d'intérêt plus élevés. Alors, plus d'inflation, ça reste à démontrer. Un peu plus, en tout cas un peu plus. En tout cas, une surchauffe de l'économie américaine. Je pense qu'elle prendra plutôt la forme d'une forte augmentation du déficit extérieur, qui a d'ailleurs commencé. Si vous pouvez importer très facilement, il n'y a pas d'inflation.
S'il y a trop de demandes, vous avez beaucoup plus d'importations, beaucoup plus de déficit extérieur, et l'ajustement ne se fait pas par les prix. Donc on est plutôt sur un ajustement par le déficit extérieur. Chaque fois qu'aux États-Unis, on a une très forte expansion du déficit extérieur, ça s'est aussi traduit assez vite par une forte dépréciation du dollar. Et donc budgétaire, tout ça, déficit extérieur. Déficit budgétaire et extérieur qui servent à rien à nouveau à ce stade du cycle. Quand on se rapporte toujours à Ronald Reagan, au début des années 80, on critique aujourd'hui la politique budgétaire qui était extrêmement expansionniste, avec aussi de fortes baisses d'impôts, mais elle se faisait avec un niveau de chômage très élevé. Tandis que là, on fait la même politique très expansionniste à un niveau de chômage très faible. Donc le timing est catastrophique. Il y a un risque de dérapage, encore une fois, des finances publiques américaines, avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. Alors les conséquences sur les marchés, sur les taux d'intérêt. Alors, si on se place du point de vue de l'Europe, peut-être prenons les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Là, il y a des choses dans les deux sens. Les États-Unis relancent leur économie au plein emploi aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils importent plus. Les importations de la zone euro vers les États-Unis sont presque à 2 chiffres de croissance sur un an. Et donc, ça, c'est bon pour l'Europe, puisqu'on va davantage vendre aux Américains. Deuxième effet, la hausse des taux aux États-Unis, qui sans doute va être soutenue par cette situation de surchauffe, ça c'est pas bon pour l'Europe, puisqu'on va importer une partie de cette hausse des taux, c'est déjà aussi un peu le cas. Au travers de la pression sur la BCE, c'est ça ? Non, parce que les marchés obligataires sont corrélés. C'est-à-dire quand les taux américains montent, les taux européens montent. Et donc c'est pas bon pour nous. Et ça, c'est pas bon. Troisième risque, c'est que le dollar décroche à cause du déficit extérieur, comme on l'a déjà vu plein de fois dans le passé. Ça, c'est pas bon pour l'Europe non plus. Voilà. Et donc, la balance pour l'Europe, c'est plus d'exports vers les États-Unis, mais le reste sur les marchés financiers, plutôt négatif. Alors après, il y a évidemment toute la composante sur le marché des actions, puisque fondamentalement, cette politique a aussi comme objectif aux États-Unis de soutenir le marché des actions. Quand vous baissez les profits des entreprises, que vous leur permettez de rapatrier des capitaux à l'extérieur, vous savez qu'il y en a potentiellement 2800 milliards de dollars. Alors bien sûr, il n'y aura pas 2800 milliards de rapatriés, mais au moins 500, peut-être un peu plus. Simplement, cette correction du marché des actions, là, et c'est très pervers, et Trump d'ailleurs a fait quelques tweets où on le sent un peu irrité, n'a pas lieu, ce soutien des marchés des actions n'a pas lieu, parce que ce qui a dominé dans l'esprit des marchés, c'est le risque sur les taux. Et donc, au lieu de réagir positivement à la baisse des impôts, le marché des actions, il a réagi négativement, en disant « Oula, ça va faire monter les taux d'intérêt, c'est pas bon pour les actions ». Donc, le soutien des profits des entreprises, finalement... Et c'est une erreur, cette réaction des marchés, parce que les deux se justifient. Alors là, on rentre dans une deuxième question qui vaut pour l'Europe aussi, parce qu'on l'a eu aussi en Europe, qui est « Est-ce que l'inflation revient ?» Parce qu'aujourd'hui, le consensus des marchés, c'est « Oui, l'inflation revient ». Regardez toutes les mesures de l'inflation anticipée sur les marchés. On voit une forte hausse depuis le milieu de l'année dernière et surtout au début de cette année. Mais dans les statistiques en dur, qu'est-ce qu'on a à part cette fameuse hausse de 2,9% Non, alors dans les statistiques en dur, ce qu'il faut regarder, c'est les salaires corrigés de la productivité, ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires et pas les salaires en tant que tels. Il y a un des chiffres de salaire qui sont les salaires hebdomadaires que tout le monde a regardé, qui ont un peu accéléré. Quand vous prenez l'ensemble des salaires et que vous les corrigez de la productivité aux États-Unis, vous trouvez que la tendance de l'inflation devrait être de l'ordre de 1,5%, hors pétrole. Ce qui est à peu près le niveau actuel. Pas de quoi s'angoisser. Pour l'instant, et en Europe, c'est 1, si vous faites le même calcul. Donc pour l'instant, il n'y a en réalité, alors pour l'instant, dans le tuyau, comme on dit, aucun signe d'accélération de l'inflation. Il n'y a aucune inflation salariale quand vous corrigez les salaires de la productivité. Et on est bien dans quelque chose de très nouveau. Quand vous regardez 2005, 2006, 2007, la fin de la précédente expansion, les coûts salariaux unitaires aux États-Unis, ils partent de 1, 2, 3, 4. En Europe, ils vont à 5. Donc on avait bien, quand le chômage diminue, des salaires qui accéléraient. Et là, on reste à 1,5. Et là, on reste à 1,5 et on est même plutôt en ralentissement quand vous corrigez les salaires de la productivité. Pourquoi est-ce que les marchés s'emballent Les marchés ont besoin d'un... Pardon, on est sur le 10 ans américain, on est à 2,9. On a pris 60 points de base en un mois. Les marchés ont besoin d'un paradigme. Alors, ils sont sortis du paradigme de la déflation et ils ont sauté dans le paradigme de la reflation. Ce paradigme de la reflation, malheureusement, il est faux. Il n'y a pas de reflation. Il faut l'expliquer. Donc, vous n'êtes pas inquiet sur les taux à 10 ans qui vont continuer alors, à nouveau, deux choses. Si on se pose la question de nouveau du point de vue du marché des actions. Aujourd'hui, ce qui se passe est dominé par deux erreurs d'anticipation. Les investisseurs surestiment la croissance, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, où on voit une croissance continuer au même rythme que l'année dernière, et ils surestiment l'inflation. Donc ce qui va se passer sur les marchés va dépendre assez crucialement de l'ordre dans lequel les erreurs vont se corriger.
La mauvaise nouvelle, ce serait qu'on corrige les erreurs de croissance, les erreurs d'anticipation de croissance d'abord. Ouais. Et donc, vous rajouteriez au choc qu'on vient d'avoir sur les actions qui est dû à l'erreur d'anticipation de l'inflation, un deuxième choc négatif qui serait on révise à la baisse les bénéfices. Quoi. Donc, à vous écouter, c'est comme une bonne nouvelle. Au-delà des secousses, et on va en parler, des secousses sur les marchés actions, finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre puisqu'il y a une surestimation du péril, du spectre de l'inflation. Oui, mais ça va rentrer dans l'ordre, mais tout n'est pas positif. C'est-à-dire que ce qui va être positif pour les marchés d'actions et qui va faire baisser les taux d'intérêt, c'est le moment où les opérateurs de marché réaliseront qu'il n'y a pas d'inflation. Ça mettra quelques mois, parce qu'il va falloir suivre les chiffres de l'inflation, qui en plus vont être très perturbés par des choses, ce qu'on appelle des effets de base sur le prix du pétrole. N'oubliez pas aussi, d'ailleurs c'est important, que le prix du pétrole rebaisse. Donc l'inflation pétrolière, elle va sortir des chiffres. La hausse du prix du pétrole, elle est derrière nous. Quand on est arrivé à 70 $, évidemment, on avait fait la hausse. Donc à partir de maintenant, on calcule l'inflation sur 12 mois, donc bien sûr ça met du temps, mais progressivement, le pétrole va passer, va devenir une composante de désinflation. Et voilà, donc ça va se corriger lentement, probablement. Et puis, par ailleurs, on va corriger aussi les anticipations de croissance. Les marchés n'ont pas l'air de comprendre que quand on arrive à un niveau de chômage très faible, la croissance ralentit. Mais en Europe aussi, puisque l'horreur de l'Europe, c'est que les difficultés de recrutement des entreprises sont devenues extraordinairement fortes, alors même qu'on a toujours 8,7% de taux de chômage. On a aussi, dans la zone euro, un problème de tension du marché du travail qui est lié là à un problème des ajustements entre les compétences des chômeurs et ce que cherchent les entreprises. Donc, dans les deux cas, la croissance va ralentir, ce qui, évidemment, là, va à nouveau contribuer à faire baisser les taux. Donc, ce qui est assez assuré, si vous voulez, c'est que les taux d'intérêt à long terme ont montré trop vite, à la fois sur des hypothèses de croissance trop fortes et des hypothèses d'inflation trop fortes. Sur les actions, c'est assez ambigu, parce qu'à nouveau, si on corrige surtout la croissance, c'est un deuxième choc négatif sur les actions. Donc il y a d'autres répliques à vous, si je comprends bien, en creux. Oui, mais encore une fois, c'est ça lié, c'est que derrière, la question qu'on se pose tous, c'est de savoir si le gros de la tempête boursière est passé. Non, je pense qu'à nouveau, devant nous, on a la révision. Les marchés attendent 16% de hausse des résultats par action aux États-Unis cette année et 11% chacune des années suivantes. C'est trop haut, quoi. Donc il va y avoir une révision des perspectives de bénéfices. Donc de nouvelles corrections sont possibles. Alors à nouveau, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça peut devenir très méchant ou est-ce qu'on est plutôt dans un symptôme 87 où on corrige puis honnêtement, après, c'est une question extrêmement intéressante. C'est est-ce que nous voyons quelque chose qui pourrait conduire non pas à un ralentissement de l'économie, si la croissance américaine passe de 3 à 2, on va corriger un peu à la baisse les résultats et un peu à la baisse le marché des actions, mais rien de dramatique. Si on passe de 3 à 0, évidemment, on est dans un autre monde. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, qui peut nous faire penser qu'on va passer de 3 à 0 sur la croissance américaine? A priori, non. Et a priori, non. Alors, évidemment, on manque toujours d'imagination. C'est plus facile après qu'avant. Mais les ménages se sont désendettés, il n'y a plus de titrisation. Bon, les prix de l'immobilier sont un peu chers, mais enfin, on n'est pas du tout dans les exagérations de 2007. Il y a des fonds qui ont investi, vous savez, dans des stratégies sur la volatilité, donc ils vont faire des pertes. Mais enfin, à nouveau, on n'arrive pas à dire, voilà, il y a un truc très méchant qui peut faire que c'est pas 3 à 2, la croissance américaine, que c'est 3 à 0. On ne voit pas ça. Donc, pas de signe avant-coureur, encore une fois, de possible crack, mais avec une croissance américaine qui passe de 3 à 2, est-ce qu'on conserve, encore une fois, un marché aussi sur les actions? Non, à nouveau, je l'ai déjà dit, on va corriger les perspectives de bénéfices par action pour les rendre compatibles. Quand le marché comprendra qu'on ne peut pas faire, comme le dit l'administration Trump, 3,2 de croissance jusqu'à la fin des temps, une fois qu'on est au plein emploi. Alors, donc à vous écouter, de nouvelles répliques, de nouvelles secousses boursières sont possibles. Petit, enfin, la sensibilité petit comme la semaine dernière. Petit comme la semaine dernière. C'est assez petit. Enfin, je veux dire, c'est d'accord, sur une semaine, ça va vite. Mais enfin, quand vous dites par rapport à la hausse antérieure, c'est un gros ajustement. C'est bon. Par rapport à la hausse antérieure, donc, en gros, la sensibilité des bénéfices par action au PIB, elle est de l'ordre de 3. Donc, si on corrige d'un point le PIB de croissance, on perd 3 points de résultat. Alors, 3 points de résultat l'année 1, ça fait 6 points l'année 2, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on a potentiellement encore 5% de correction du marché à venir, quand le marché réalisera qu'on est à 2 de croissance. Donc c'est pas très méchant quand on a vu un marché qui a pris 40% oui, ou 30% non, honnêtement, c'est pas. On est plutôt sur américains. Après, il faudrait autre chose pour déclencher vraiment un vrai retournement de la croissance. Il faudrait que les investissements d'entreprises soient coupés, ce qu'on ne voit pas se produire aujourd'hui. Il faudrait que les ménages réagissent très négativement à la petite correction boursière, ce qu'on ne voit pas vraiment non plus se produire. Donc c'est assez difficile
sans forcer le trait, de faire un scénario de récession, quoi, hein. On ne sait pas le construire, le scénario de récession. Dernier point, parce qu'on manque de temps, on voulait parler de la France et du pouvoir d'achat des Français. On voit qu'il y a encore un sujet, ou pas, parce que, pardon, je ne sais pas si c'est lié, mais quand on voit les images dans l'Intermarché, vous vous rappelez, oui, pour des pots de Nutella ou pour des couches, encore une fois, ces bousculades à répétition. On se dit quand même qu'il y a peut-être un problème de pouvoir d'achat en France. On voit bien que c'est un sujet que le gouvernement y revient régulièrement sur le pouvoir d'achat, sur les mesures de soutien. Oui, où est-ce qu'on en est? Soyons honnêtes, et le gouvernement devrait être honnête avec les Français. Le pouvoir d'achat des Français ne peut pas augmenter plus vite que les gains de productivité que la France fait. Les gains de productivité en France, c'est moins de 1% par an. Donc, dans le meilleur des scénarios, le pouvoir d'achat des Français ne peut pas augmenter de plus de 1% par an. Alors, on peut prendre à l'un pour donner à l'autre, hein, mais globalement, notre surplus, c'est moins de 1% de croissance de la productivité par an. Là-dessus s'ajoute un deuxième problème, c'est que le gouvernement a coupé beaucoup d'impôts, hein, et vous les connaissez, on n'en refait pas la longue liste, ce qui est une réforme fiscale qui est positive. Hein. Les impôts qui ont été réduits sont des impôts qui nuisaient à l'économie. Pour les plus favorisés, évidemment. Oui, mais enfin, je veux dire, quand on ramène à la normale la taxation du capital, enfin, il y a tout ça, quand on va baisser les cotisations sociales sur les plus bas salaires, enfin, il y a des... Et puis, par ailleurs, on augmente des dépenses. On augmente les dépenses militaires, c'était annoncé. On augmente les dépenses sur la formation, c'était annoncé. Et puis tous les jours, il y a un petit peu de dépenses, hein, les maisons de retraite, les hôpitaux, etc. Donc pour l'instant, on a créé potentiellement un très gros déficit public en France dans les quelques prochaines années qu'il va falloir résorber. Et tout le monde est à peu près d'accord sur le chiffre, hein, de 3 points de PIB de besoin de réduction des dépenses publiques d'ici la fin du quinquennat, hein, pour arriver à l'objectif. C'est d'ailleurs l'objectif. C'est ce qu'a dit le Premier ministre, c'est les calculs que font la plupart des économistes. 3 points de PIB de réduction du déficit public, c'est exactement les gains de productivité. Ça veut dire que la totalité des gains de productivité en France vont être consacrés à la réduction du déficit public. Je ne sais pas si les gens d'ailleurs ont bien et qu'il ne restera rien pour les ménages. Ouais. Donc le pouvoir d'achat des Français, il va rester absolument constant jusqu'à la fin du quinquennat. Hein. S'il y a bien, alors évidemment, si le pari est bien tenu de réduire de 3 points de PIB les retraités pour donner les revenus aux actifs, on peut faire de leur distribution. Mais globalement, c'est l'État, enfin l'État au sens large, qui va prendre les gains de productivité. Si la promesse est tenue, encore une fois, de faire 3 points de PIB. Mais honnêtement, nous croyons qu'Emmanuel Macron veut vraiment ramener le déficit public à 2% du PIB à la fin du quinquennat. Il me semble qu'il y a un engagement extrêmement fort là-dessus. Ah, c'est moins que ça. L'objectif, c'est 0,3 à la fin du quinquennat. Oui, mais en structurel, non. Nous, on part de 2, et si on part de 2, on est à 3 aujourd'hui, il faut aller à 2, et puis vous tenez compte de tout ce qui va se passer sur les impôts et les dépenses, et vous trouvez ces fameux 3 points de PIB. Donc il n'y a pas de bonne nouvelle à attendre pour les Français en matière de pouvoir d'achat. Non, il faudrait mieux le dire, qu'on va faire un effort aujourd'hui qui est de financer une réforme fiscale et des hausses de dépenses qui sont justifiées. C'est bien de mettre plus d'argent sur la formation, mais ceci au détriment du pouvoir d'achat des Français. Eh bien, c'est toujours passionnant, comme à chaque fois avec Patrick Artus. Merci Patrick, chef économiste donc chez Natixis. À bientôt.